Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux histoires extraordinaires de courage et de persévérance. Aujourd'hui, nous vous racontons l'incroyable épopée de Marcel Durand, maçon autodidacte du village de Monclar en Savoie, qui, en 1947, entreprit de construire une tour de pierre que tous ses voisins jugèrent ridicule et inutile. Cette construction, moquée pendant des mois par toute la vallée, allait pourtant sauver des vies lors de l'hiver historique de 1947-1948, le plus rigoureux du XXe siècle en France. Cette histoire vraie nous enseigne que la vision et l'obstination d'un homme peuvent parfois triompher du scepticisme général et que les innovations les plus révolutionnaires naissent souvent de l'esprit de ceux que l'on considère comme des originaux. Marcel Durand nous prouve qu'il faut parfois oser être différent pour faire la différence. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants de génies méconnus. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous a intrigué. Et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer de partager ces histoires d'innovation et de détermination. Préparez-vous à découvrir comment un homme seul, avec sa vision et sa persévérance, a révolutionné l'art de se chauffer dans les montagnes françaises. Paragraphe 1. Le printemps 1947 marqua un tournant dans la vie de Marcel Durand, maçon de 52 ans installé depuis 20 ans dans le petit village de Monclar, perché à 1200 mètres d'altitude dans la vallée de la Maurienne en Savoie. Cet homme trapu aux mains calleuses, père de 4 enfants et respecté pour son savoir-faire artisanal, venait de vivre l'hiver le plus difficile de sa vie. Sa modeste maison familiale, construite selon les traditions locales, avec des murs de pierre sèche et un toit de lauze, s'était révélée insuffisamment chauffée, malgré la présence d'une cheminée centrale et d'un poêle à bois dans la cuisine. Durant les longues soirées glaciales de l'hiver précédent, tandis que sa femme Marie tricotait près de l'âtre et que ses enfants faisaient leurs devoirs emmitouflés dans des couvertures, Marcel observait avec frustration comment la chaleur produite par le feu s'échappait immédiatement par la cheminée, laissant la plus grande partie de la maison dans un froid pénétrant. Il doit y avoir un moyen de mieux utiliser cette chaleur, se répétait-il en regardant les flammes danser dans l'âtre. Cette obsession allait le conduire à concevoir une innovation révolutionnaire. Passionné de lecture et autodidacte curieux, Marcel avait étudié dans de vieux livres de géométrie et d'architecture les principes de circulation de l'air chaud et de rétention thermique. Il avait notamment découvert dans un traité du XVIIIe siècle les théories d'un ingénieur militaire français sur l'optimisation du chauffage dans les fortifications alpines. Ces connaissances théoriques, combinées à son expérience pratique de maçon, l'amenèrent à concevoir un projet ambitieux. Une tour de pierre de 15 mètres de hauteur, intégrant un système révolutionnaire de circulation d'air chaud. Son projet consistait en une tour cylindrique de 4 mètres de diamètre, construite entièrement en pierre locale, assemblée selon une technique qu'il avait mise au point. L'innovation résidait dans un réseau complexe de conduits internes, qui permettrait de faire circuler l'air chaud, produit par un foyer central, dans toute la hauteur de la tour, créant un système de chauffage par convection d'une efficacité inégalée. Imaginez, expliquait-il à sa femme sceptique, une cheminée qui ne perd pas sa chaleur mais la distribue dans tout le volume habitable. Le design de Marcel prévoyait 5 niveaux habitables, reliés par un escalier en colimaçon intégré dans l'épaisseur des murs. Chaque niveau bénéficierait de la chaleur circulant dans les conduits internes, tandis qu'un système ingénieux de trappes et de registres permettrait de réguler la température selon les besoins. Au sommet, une chambre de combustion perfectionnée optimiserait la circulation de l'air chaud avant son évacuation contrôlée vers l'extérieur. Quand Marcel présenta son projet au maire de Monclar, Émile Bonneval, ce dernier écarquilla les yeux d'incrédulité. « Marcel, mon brave, vous voulez construire un château fort en 1947 ? Et pourquoi pas des douves pendant que vous y êtes ?» Cette réaction moqueuse préfigurait l'accueil que recevrait le projet dans tout le village. Pour ces montagnards pragmatiques, habitués aux solutions traditionnelles éprouvées par des siècles d'usage, l'idée de Marcel paraissait fantaisiste et dangereuse. Les anciens du village furent particulièrement sévères dans leurs commentaires. « Durand devient fou !» grondait le père Chabrier,
patriarche respecté de 85 ans. Nos grands-pères se chauffaient très bien avec leur cheminée, nos pères aussi, et nous aussi. Pourquoi changer ce qui marche? Cette résistance au changement, typique des communautés rurales traditionnelles, créait un mur d'hostilité que Marcel devrait affronter pour réaliser son rêve. Même sa propre famille manifestait des réserves. Marie, son épouse depuis 28 ans, s'inquiétait des dépenses que représenterait ce projet extravagant. « Marcel, nous avons 4 enfants à élever, des dettes à rembourser, et tu veux construire une tour comme un seigneur du Moyen-Âge? Sois raisonnable. » Ces reproches affectueux mais fermes révélaient l'isolement dans lequel se trouvait Marcel avec sa vision révolutionnaire. Ses enfants eux-mêmes, pourtant habitués aux originalités de leur père, manifestaient un certain embarras face à ce projet qu'ils jugeaient excentrique. Pierre, l'aîné de 16 ans, confiait à ses camarades de classe « Papa a encore une idée bizarre. Il veut construire une tour comme les châteaux qu'on voit dans les livres d'histoire. J'espère qu'il va abandonner cette idée folle. » Cette réaction de sa propre progéniture blessait Marcel, mais renforçait sa détermination. Cependant, l'homme n'était pas de ceux qui renoncent facilement. Toute sa vie, il avait dû prouver sa valeur. Orphelin à 12 ans, apprenti maçon dans des conditions difficiles, père de famille pendant la guerre, artisan respecté dans une vallée où la concurrence était rude. « Si j'ai survécu à tout ça, se disait-il, je peux bien construire ma tour malgré les moqueries. » Cette philosophie de la persévérance allait le porter pendant les mois difficiles qui l'attendaient. Le 15 avril 1947, Marcel prit officiellement la décision qui allait changer sa vie. Il demanderait un permis de construire pour sa tour révolutionnaire et commencerait les travaux dès l'obtention de l'autorisation, quels que soient les sarcasmes et les obstacles qu'il pourrait rencontrer. Cette détermination inébranlable face au scepticisme général marquait le début d'une aventure extraordinaire qui transformerait non seulement sa vie, mais révolutionnerait les techniques de chauffage dans toute la vallée alpine. Paragraphe 2. L'obtention du permis de construire se révéla être le premier véritable défi administratif de Marcel Durand. La mairie de Montclar, dirigée par le maire Bonneval, n'avait jamais été confrontée à une demande aussi inhabituelle. Le formulaire standard ne prévoyait pas la case « tour de pierre révolutionnaire » dans les types de construction répertoriés. « Qu'est-ce que je dois cocher ?»« Non, monsieur » s'interrogeait la secrétaire de mairie, Madame Joséphine Mercier, en examinant les plans détaillés que Marcel avait dessinés à la main sur du papier millimétré. Les plans de Marcel, d'une précision remarquable pour un autodidacte, révélaient une compréhension intuitive mais sophistiquée des principes d'architecture et de thermodynamique. Chaque pierre était dessinée, chaque conduit calculé, chaque niveau mesuré au centimètre près. Ces plans sont plus détaillés que ceux des maisons que font construire les bourgeois de Chambéry. Admis l'architecte départemental Marcel Giroux, dépêché pour examiner le dossier. Cette reconnaissance professionnelle contrastait avec l'incompréhension générale du projet. Cependant, l'administration française de l'après-guerre, bureaucratique et méfiante envers les innovations, multiplia les obstacles. La direction départementale de l'équipement exigea une étude de stabilité, un rapport d'impact sur l'environnement montagnard, une analyse de conformité avec les traditions architecturales locales, et même un avis de la Commission des sites et monuments historiques qui jugeait que cette tour dénaturerait le paysage traditionnel savoyard. Marcel dut faire appel à ses économies personnelles pour financer ses études obligatoires. Il hypothéqua même une parcelle de terrain héritée de ses parents pour payer les honoraires de l'ingénieur-conseil Pierre Vallot, diplômé de l'école des ponts et chaussées, seule habilité à certifier la solidité de la construction. « Monsieur Durand, lui expliqua Vallot après avoir étudié ses plans, votre projet est techniquement réalisable, même si je ne comprends pas pourquoi vous voulez absolument construire cette tour. » L'ironie de la situation n'échappait pas à Marcel. Pour construire une innovation destinée à améliorer le confort de sa famille, il devait d'abord ruiner cette même famille en frais administratifs. « Marie, expliquait-il patiemment à son épouse de plus en plus inquiète, c'est un investissement sur l'avenir. Cette tour nous fera économiser du bois de chauffage pendant des décennies. Elle se remboursera d'elle-même.
Ces arguments rationnels ne convainquaient que partiellement sa femme, mais révélaient la vision à long terme de Marcel. La période d'instruction du dossier, qui traîna pendant 4 mois, permit à Marcel de peaufiner ses plans et surtout de commencer discrètement les préparatifs de chantier. Il prospecta la montagne environnante pour identifier les meilleures carrières de pierre, négocia avec les paysans propriétaires des terrains pour obtenir les droits d'extraction et constitua progressivement un stock de matériaux de qualité. Cette préparation méticuleuse révélait son professionnalisme d'artisan expérimenté. Le choix des pierres obsédait Marcel. Il lui fallait des blocs suffisamment résistants pour supporter le poids de la tour, mais aussi suffisamment homogènes pour permettre un assemblage précis des conduits internes. Après de nombreuses explorations, il découvrit dans un flanc de montagne abandonné une veine de granit rose d'une qualité exceptionnelle, laissée inexploitée par d'anciens carriers du XIXe siècle. « Ces pierres sont parfaites », s'émerveillait-il en caressant la surface lisse du granit. « Elles sont dures, en belles, et elles se taillent en bien. » L'extraction des pierres nécessitait un travail de titan que Marcel accomplissait seul pendant ses temps libres. Chaque bloc devait être taillé selon des dimensions précises, poli sur certaines faces pour assurer l'étanchéité des conduits, marqué pour faciliter l'assemblage ultérieur. Ce travail préparatoire, effectué dans le secret et souvent de nuit pour éviter les moqueries, représentait des centaines d'heures de labeur solitaire dans la montagne froide et venteuse. Le 20 août 1947, le permis de construire fut enfin accordé, assorti de conditions draconiennes. La tour ne devait pas dépasser 15 mètres de hauteur, elle devait respecter un recul minimal de 10 mètres par rapport aux propriétés voisines, et sa construction devait être achevée dans un délai de 2 ans, sous peine de péremption de l'autorisation. Ces contraintes administratives, loin de décourager Marcel, renforçaient sa détermination à prouver que son projet était réalisable dans les délais impartis. L'annonce officielle de l'obtention du permis déclencha dans Montclar une vague de commentaires sarcastiques et de paris sur l'échec inévitable du projet. Au Café Bonnet, lieu de rassemblement des hommes du village, les conversations tournaient autour de cette folie de Marcel. Combien de temps avant qu'il abandonne ? Pariait le forgeron Antoine Faure. Moi, je lui donne 3 mois maximum, répondait le boulanger Émile Dubois. Ces moqueries, loin d'atteindre Marcel, alimentaient sa motivation. Le 1er septembre 1947, au lever du soleil, Marcel Durand commença à creuser les fondations de sa tour révolutionnaire. Seul avec sa pioche et sa pelle, sur un terrain qu'il avait acheté en bordure du village, il entamait la concrétisation d'un rêve que tous jugeaient impossible. Cette première pelletée de terre marquait le début d'une aventure qui allait transformer un visionnaire solitaire en héros local et révolutionner l'art du chauffage dans les Alpes françaises. Paragraphe 3. Les travaux de terrassement révélèrent immédiatement les défis techniques que Marcel devrait surmonter pour réaliser son projet ambitieux. Le terrain choisi, en léger dénivelé sur le flanc sud du village, présentait l'avantage d'une exposition optimale au soleil, mais cachait un sous-sol complexe alternant roches dures et poches d'argile. Pour assurer la stabilité d'une construction de 15 mètres de hauteur, Marcel devait creuser des fondations de 3 mètres de profondeur sur un diamètre de 6 mètres, dépassant largement les 4 mètres prévus pour la tour elle-même. Cette nécessité d'élargir les fondations obligea Marcel à revoir entièrement ses calculs de coûts et de temps. « Je vais avoir besoin de 3 fois plus de pierres que prévu pour les fondations », expliquait-il à Marie en montrant ses croquis modifiés. « Et au moins 2 mois de plus pour le terrassement. » Ces adaptations permanentes aux réalités du terrain révélèrent la complexité d'un projet que beaucoup jugeaient déjà trop ambitieux pour un homme seul. Le travail de terrassement, effectué entièrement à la main avec les outils traditionnels de l'époque, représentait un défi physique considérable pour Marcel, âgé de 52 ans. Chaque matin, à 6 heures, avant sa journée de travail de maçonnerie chez ses clients habituels, il consacrait 2 heures à creuser ses fondations. Chaque soir après 18 heures, il reprenait la pioche et la pelle jusqu'à la tombée de la nuit. Cette routine épuisante, maintenue 7 jours sur 7, témoignait d'une détermination exceptionnelle. Les habitants de Montclar, d'abord amusés par cette lubie de Marcel, commençaient à s'interroger sur sa santé mentale
face à l'ampleur du travail qu'il s'imposait. Il va se tuer à la tâche, s'inquiétait sincèrement le docteur Bertrand lors de sa visite hebdomadaire au village. Cette obsession n'est pas normale pour un homme de son âge. Ses préoccupations médicales, bien qu'exprimées avec bienveillance, révélaient l'incompréhension générale face à la vision de Marcel. Cependant, l'avancement des travaux commençait à susciter une curiosité respectueuse chez certains villageois. La précision géométrique de l'excavation, tracée au compas et à la règle avec une perfection mathématique, impressionnait même les plus sceptiques. Il faut reconnaître, admettait le charpentier Claude Vernet, que Marcel sait ce qu'il fait. Ses fondations sont tirées au cordeau comme un ouvrage d'ingénieur. Cette reconnaissance professionnelle marquait un premier tournant dans l'opinion locale. L'automne 1947 apporta les premières difficultés météorologiques. Les pluies de septembre transformèrent l'excavation en lac de boue, obligeant Marcel à installer un système de drainage qu'il n'avait pas prévu. Les premières gelées d'octobre durcirent le sol, rendant le terrassement beaucoup plus pénible. « J'aurais dû commencer plus tôt dans la saison », regrettait Marcel en contemplant sa fouille à moitié inondée. Ces contretemps climatiques lui apprenaient à composer avec les caprices de la météo montagnarde. Pour accélérer les travaux et rattraper le retard, Marcel prit une décision qui surprit tout le village. Il embaucha temporairement 2 journaliers italiens de passage, Enzo et Giuseppe, ouvriers expérimentés qui acceptèrent de travailler pour un salaire modeste en échange du logement et de la nourriture. Cette aide extérieure, bien que coûteuse pour son budget serré, lui permit de terminer le terrassement avant l'hiver 1947. La présence des 2 Italiens apporta au chantier une expertise technique inattendue. Enzo, ancien mineur dans les Abruzes, maîtrisait parfaitement les techniques de stabilisation des excavations profondes. Giuseppe, fils de maçon et petit-fils de maçon, apportait des savoir-faire traditionnels de construction en pierre qui complétaient parfaitement les connaissances de Marcel. « Signor Durand », expliquait Enzo dans son français approximatif, « votre idée est très bonne, mais fondazioni troppo superficiali. Bisogna scavare più profondo. » Ces conseils techniques, prodigués par des professionnels expérimentés, confortèrent Marcel dans ses choix tout en l'amenant à perfectionner certains aspects de son projet. L'influence italienne se traduisit notamment par l'adoption d'une technique particulière de liaison entre pierres, utilisant un mortier à base de chaux et de sable volcanique que Giuseppe avait apprise de son grand-père napolitain. Cette innovation améliorerait considérablement la résistance de la construction aux variations thermiques. L'achèvement des fondations, le 20 novembre 1947, marqua une étape cruciale du projet. La structure enterrée, parfaitement circulaire et d'une régularité géométrique impressionnante, témoignait du savoir-faire de Marcel et de ses aides. Les murs de soutènement, construits en pierre de taille parfaitement ajustée, révélaient une maîtrise technique qui força le respect même des plus sceptiques. Le maire Bonneval, venu inspecter les travaux accompagné de l'architecte départemental, ne put dissimuler son admiration. « Je dois avouer, Marcel, que ces fondations sont remarquables. Si le reste est à la hauteur, votre tour pourrait effectivement tenir debout. » Cette reconnaissance officielle, quoique prudente, marquait un tournant dans l'attitude des autorités locales envers le projet de Marcel. L'approche de l'hiver 1947-1948, qui allait s'avérer historiquement rigoureux, contraignit Marcel à interrompre temporairement les travaux de construction de la tour proprement dite. Mais loin de se décourager, il profita de cette pause forcée pour perfectionner ses plans, commander les matériaux spéciaux nécessaires aux conduits internes et surtout pour préparer psychologiquement sa famille à la phase la plus spectaculaire de la construction, l'élévation de la tour de pierre qui transformerait définitivement le paysage de Montclar. Paragraphe 4. L'hiver 1947-1948 s'annonçait déjà exceptionnel dès le mois de décembre par des chutes de neige précoces et abondantes qui bloquèrent les routes de montagne plutôt que d'ordinaire. Contrairement aux hivers savoyards habituels, qui alternent périodes froides et redoux, celui-ci s'installait dans une rigueur continue qui allait battre tous les records météorologiques du siècle. Marcel, interrompu dans ses travaux de construction, mais non dans ses préparatifs, utilisa cette période de gel pour finaliser la taille des pierres destinées au premier niveau de sa tour.
Dans un hangar qu'il avait aménagé près du chantier, Marcel travaillait quotidiennement à la préparation des blocs de granit selon des gabarits précis qu'il avait fabriqués en bois. Chaque pierre devait s'emboîter parfaitement avec ses voisines, tout en ménageant l'espace nécessaire aux conduits internes de circulation d'air chaud. Ce travail de précision horlogère, effectué dans le froid et l'humidité du hangar mal chauffé, témoignait de l'obstination remarquable de Marcel face aux difficultés. L'intensification du froid révéla de manière dramatique les défauts de chauffage des maisons traditionnelles de Montclar. Dès janvier 1948, les températures descendirent à 25 degrés Celsius et s'y maintinrent pendant des semaines, du jamais vu dans la vallée. Les réserves de bois de chauffage, calculées pour un hiver normal, s'épuisèrent rapidement. Les cheminées traditionnelles, inefficaces par grand froid, n'arrivaient plus à chauffer correctement les maisons malgré une consommation de combustible doublée. Chez les Durand, la situation n'était pas meilleure qu'ailleurs, mais Marcel observait, avec une attention scientifique, les défaillances de son système de chauffage actuel. « Regardez », expliquait-il à ses enfants, en tenant sa main au-dessus de la cheminée, « toute cette chaleur part directement dehors. Si je pouvais la faire circuler dans toute la maison avant qu'elle s'échappe, nous aurions 3 fois plus chaud, avec la même quantité de bois. » Ces observations pratiques alimentèrent sa conviction que sa tour révolutionnaire était indispensable. Les premières victimes du froid exceptionnel Fabre furent les personnes âgées du village. Le 15 janvier, Madame Cécile Fabre, veuve de 82 ans, vivant seule dans une masure mal chauffée, fut retrouvée morte de froid malgré les visites quotidiennes des voisins compatissants. Cette tragédie bouleversa profondément Marcel, qui voyait dans cette mort évitable la preuve tragique de l'urgence de son innovation thermique. Le 3 février 1948, le thermomètre descendit à 32 degrés, température record absolue pour la région. Ce jour-là, même les maisons les mieux chauffées du village ne parvenaient plus à maintenir une température acceptable. Chez le maire Bonneval, pourtant propriétaire de la plus belle demeure de Montclar équipée de 3 cheminées et de 2 poêles, la température intérieure ne dépassait pas 8 degrés, malgré un chauffage permanent jour et nuit. C'est dans ce contexte dramatique que Marcel prit une décision audacieuse qui allait changer le cours de son projet. Il décida de construire en urgence une version miniature de sa tour, haute de 6 mètres seulement, pour servir de chauffage d'appoint à sa propre famille. « Si ça marche pour nous, expliquait-il à Marie, ça prouvera que le principe fonctionne, et les voisins nous demanderont peut-être de leur en construire aussi. » Cette stratégie de démonstration par l'exemple révélait sa confiance absolue dans son innovation. La construction de cette tour miniature, menée en plein hiver dans des conditions épouvantables, mobilisa toute la famille Durand. Marie et les enfants aidaient Marcel à transporter les pierres, à préparer le mortier antigel avec de l'alcool, à assembler les conduits internes selon les plans précis qu'il avait dessinés. Cette solidarité familiale, née de la nécessité de survivre au froid, transformait le projet individuel de Marcel en entreprise collective de la famille Durand. Le système de chauffage de la tour miniature reposait sur un foyer central sophistiqué où brûlait un feu permanent alimenté par de petites bûches soigneusement calibrées. L'air chauffé par ce foyer circulait dans un réseau de conduits internes qui serpentaient dans l'épaisseur des murs de pierre, cédant progressivement leur chaleur aux parois avant de ressortir par une cheminée d'évacuation située au sommet. Ce principe de récupération maximale de la chaleur révolutionnait complètement l'efficacité du chauffage. Le 20 février 1948, quand Marcel alluma pour la première fois le feu dans sa tour miniature, le résultat dépassa toutes ses espérances. Avec une consommation de bois réduite de moitié par rapport à leur cheminée traditionnelle, la tour produisait une chaleur douce et constante qui se diffusait uniformément dans toute la maison. « C'est incroyable !» s'exclamait Marie en découvrant que la température intérieure atteignait 18 degrés par 25 degrés extérieurs. Nous n'avons jamais eu aussi chaud, même pendant les hivers normaux. Cette réussite spectaculaire ne passa pas inaperçue dans le village, où les habitants, transis de froid malgré leur consommation effrénée de bois de chauffage, observaient avec envie la fumée régulière et modérée qui s'échappait de la cheminée des Durand,
Les plus sceptiques commençaient à admettre que Marcel avait peut-être trouvé une solution révolutionnaire au problème ancestral du chauffage montagnard. Cette reconnaissance naissante allait transformer l'inventeur moqué en sauveur potentiel du village. Paragraphe 5. La nouvelle de l'efficacité extraordinaire de la tour miniature de Marcel se répandit dans Montclair comme une traînée de poudre, amplifiée par le froid polaire qui continuait à martyriser la vallée. Les voisins immédiats des Durand, d'abord incrédules face au récit de chaleur confortable dans cette maison qu'ils savaient moins bien isolée que la leur, vinrent constater de leurs propres yeux le miracle thermique qui s'opérait chez Marcel. « Comment est-ce possible ?» s'interrogeait Lucien Favre, le voisin de droite, en découvrant que la température chez les Durand dépassait celle de sa propre maison malgré une consommation de bois 3 fois moindre. Le docteur Bertrand, appelé en urgence chez les Durand car on le soupçonnait d'avoir attrapé une pneumonie par excès de chauffage, rumeur qui fit sourire tout le village, fut le premier observateur qualifié à documenter scientifiquement l'innovation de Marcel. « C'est remarquable », nota-t-il dans son carnet médical. Cette famille les maintient une température de 20 degrés constant dans toute la maison, y compris les chambres, avec une humidité relative optimale et une qualité d'air parfaite. Aucune trace de refroidissement, de courant d'air ou d'inconfort thermique. L'analyse technique de la tour par l'ingénieur Pierre Vallot, rappelée d'urgence par la mairie pour comprendre ce phénomène, révéla le génie intuitif du système conçu par Marcel. M. Durand a réinventé sans le savoir le principe de l'hypocauste romain, mais en l'adaptant génialement aux contraintes du climat alpin, expliqua Vallot au maire Bonneval. Son système de conduite interne crée une circulation d'air chaud par convection naturelle qui récupère 90% de la chaleur produite contre 20% seulement pour une cheminée traditionnelle. Cette validation scientifique transforma radicalement l'attitude des autorités locales envers Marcel. Le maire Bonneval, qui avait accueilli le projet initial avec scepticisme, devint soudain un ardent défenseur de l'innovation. « Marcel, lui déclara-t-il solennellement, vous avez peut-être trouvé la solution qui sauvera notre village. Cet hiver terrible montre que nos méthodes traditionnelles ne suffisent plus. Votre invention pourrait révolutionner le chauffage dans toutes les Alpes. » Cette reconnaissance officielle marquait l'entrée de Marcel dans l'histoire locale. Face au succès indéniable de sa démonstration, Marcel reçut immédiatement plusieurs commandes de tours miniatures de la part de villageois désespérés par le froid. Le forgeron, Antoine Faure, qui l'avait pourtant moqué quelques mois plus tôt, vint humblement lui demander « Marcel, mon ami, peux-tu me construire la même chose ? Ma femme et mes enfants sont malades de froid, et nous brûlons notre réserve de bois de l'année entière. » Cette demande d'aide de ses anciens détracteurs émouvait profondément Marcel. Cependant, la construction d'une tour, même miniature, nécessitait plusieurs semaines de travail et des matériaux spécialisés que Marcel n'avait pas en stock suffisant. Face à l'urgence de la situation et aux multiples demandes qui affluaient, il eut l'idée géniale d'adapter son système à l'existant. Plutôt que de construire de nouvelles tours, il proposa de modifier les cheminées existantes en y intégrant un réseau de conduits de récupération de chaleur. Cette adaptation pragmatique démocratisait son invention. Le système d'adaptation consistait à habiller l'ancienne cheminée d'un réseau de conduits en pierre qui récupérait la chaleur des fumées avant leur évacuation et la redistribuait dans la pièce par des bouches de chaleur dissimulées dans les murs. Cette transformation, réalisable en 3 jours par un maçon expérimenté, coûtait 10 fois moins cher qu'une nouvelle construction, tout en procurant 70% des avantages de la tour complète. La première adaptation fut réalisée chez le boulanger Émile Dubois, dont la boutique et le logement familial étaient devenus invivables malgré la chaleur produite par le four à pain. En 2 jours et demi, Marcel transforma la cheminée traditionnelle en système de récupération de chaleur qui permit de maintenir une température confortable dans toute la maison avec une consommation de bois divisée par 3. « C'est magique !» s'exclamait Madame Dubois. « On se croirait au printemps !» Le succès de cette première adaptation déclencha une vague de demandes qui submergea littéralement Marcel. En 1 semaine, 15 familles du village réclamèrent la modification de leur système de chauffage. Cette affluence soudaine obligea Marcel à s'organiser comme un véritable entrepreneur, embauchant 2 aides et établissant un planning de travail pour répondre à toutes les demandes avant la fin de l'hiver. L'impact économique de ces travaux fut considérable pour Marcel et sa famille.
Les économies de combustible réalisées par ses clients leur permettaient de payer facilement le coût de transformation, tandis que Marcel accumulait rapidement les fonds nécessaires pour financer la construction de sa grande tour révolutionnaire. « Pour la première fois de ma vie, confiait-il à Marie, mon travail me passionne autant qu'il me nourrit. J'ai l'impression de vraiment servir à quelque chose. » Cette période d'intense activité révéla également les qualités de pédagogue de Marcel. Chaque client recevait une explication détaillée du fonctionnement de son nouveau système de chauffage, avec des conseils d'utilisation optimale et d'entretien préventif. Il ne suffit pas de construire une innovation, expliquait Marcel à ses aides, il faut aussi apprendre aux gens à s'en servir correctement. Sinon, ils croiront que ça ne marche pas et ils reviendront à leurs anciennes habitudes. Cette philosophie de transmission du savoir transformait progressivement Marcel d'inventeur solitaire en véritable révolutionnaire de l'habitat alpin. Son influence dépassait désormais largement les questions techniques pour toucher à l'art de vivre montagnard. Grâce à lui, les longues soirées d'hiver n'étaient plus synonymes d'inconfort et d'économie forcée de combustible, mais redevenaient des moments de confort familial et de convivialité retrouvés. Paragraphe 6. L'arrivée du printemps 1948 révéla l'ampleur de la transformation que Marcel avait apportée à Montclar durant le terrible hiver qui s'achevait. Le village, qui aurait dû être décimé par le froid polaire et ruiné par la consommation effrénée de bois de chauffage, se trouvait au contraire renforcé et enrichi par l'adoption massive des innovations thermiques de Marcel. Les économies de combustible réalisées par les familles équipées de ces systèmes leur avaient permis non seulement de survivre confortablement au froid, mais aussi de constituer des réserves financières pour les investissements du printemps. Le bilan de l'hiver établi par la mairie révélait des chiffres extraordinaires. Les 15 foyers équipés des adaptations de Marcel avaient consommé en moyenne 60% de bois en moins que les foyers traditionnels, tout en maintenant une température supérieure de 8 degrés à la moyenne habituelle. Cette efficacité remarquable avait évité 3 décès par hypothermie, selon l'estimation du docteur Bertrand, et surtout permis aux familles d'économiser l'équivalent de 6 mois de salaire ouvrier en achat de combustible. Ces résultats exceptionnels attirèrent rapidement l'attention des autorités départementales. L'ingénieur en chef de la Savoie, M. Chardon, fit le déplacement depuis Chambéry pour étudier personnellement l'invention de Marcel. « Monsieur Durand, lui déclara-t-il après une inspection minutieuse, « votre système révolutionne l'efficacité énergétique. Si nous généralisions vos techniques dans toutes les communes alpines, nous pourrions diviser par 2 la consommation de bois de chauffage de la région. » Cette reconnaissance départementale ouvrait des perspectives considérables pour Marcel. L'innovation de Marcel intéressait d'autant plus les autorités qu'elle tombait à point nommé dans le contexte de pénurie énergétique de l'après-guerre. La France, encore marquée par les restrictions et les difficultés d'approvisionnement, cherchait désespérément des solutions pour réduire sa consommation d'énergie domestique. Le système de Marcel, utilisant exclusivement des ressources locales et des techniques artisanales traditionnelles, répondait parfaitement à ces préoccupations nationales. Fort de ces encouragements officiels, Marcel décida de reprendre la construction de sa grande tour révolutionnaire, en y apportant toutes les améliorations que lui avaient suggérées les expérimentations de l'hiver. La tour miniature et les adaptations de cheminée avaient constitué un laboratoire grandeur nature qui lui avait permis de perfectionner son système et d'identifier les optimisations possibles. Maintenant, je sais exactement comment construire la tour parfaite, expliquait-il à Marie avec une confiance rayonnante. Les travaux reprirent le 1er mai 1948 dans une atmosphère complètement transformée. Alors qu'1 an plus tôt, Marcel creusait seul ses fondations sous les quolibets du village, il dirigeait désormais une équipe de 6 ouvriers volontaires qui se disputaient l'honneur de participer à cette construction révolutionnaire. « Nous savons maintenant que Marcel est un génie », déclarait le charpentier Claude Vernet. « Travailler avec lui, c'est apprendre l'avenir du bâtiment. » Cette équipe enthousiaste permit d'accélérer considérablement les travaux. Les murs de la tour s'élevèrent à un rythme de 2 mètres par mois, révélant progressivement la beauté architecturale de cette construction unique. Marcel avait soigné l'esthétique autant que la fonction. La tour, construite en granit rose parfaitement taillé et assemblé, s'harmonisait magnifiquement avec le paysage montagnard tout en affirmant sa modernité par ses proportions élancées
et ses lignes pures. L'aspect le plus spectaculaire de la construction était l'installation du réseau de conduits internes, véritable chef-d'œuvre de stéréotomie que Marcel avait conçu comme un puzzle tridimensionnel géant. Chaque pierre était taillée pour s'emboîter parfaitement avec ses voisines, tout en ménageant des passages calibrés pour la circulation de l'air chaud. Cette prouesse technique, réalisée sans aucun plan industriel mais selon les seuls calculs mentaux de Marcel, impressionnait tous les visiteurs. La réputation de Marcel et de sa tour en construction commençait à dépasser largement les frontières de la Savoie. Des délégations d'architectes de Lyon, de Grenoble et même de Paris vinrent étudier ses méthodes. M. Durand réinvente l'architecture thermique, observait l'architecte parisien Henri Lebrun. Il combine intuition paysanne et génie technique pour créer une solution parfaitement adaptée aux contraintes alpines. Cette reconnaissance professionnelle nationale consacrait Marcel comme inventeur de génie. Les autorités académiques commençaient également à s'intéresser au phénomène Durand. L'École des ponts et chaussées envoya une mission d'études dirigée par le professeur Bataille pour documenter les innovations de Marcel. Ce que nous observons ici, nota Bataille dans son rapport, dépasse largement l'empirisme artisanal pour atteindre une véritable science appliquée. M. Durand a découvert par l'expérience des principes thermodynamiques que nous enseignons en théorie. Cette validation universitaire ouvrait à Marcel des perspectives inattendues. L'école lui proposa de venir donner des conférences sur ses méthodes, plusieurs revues techniques sollicitèrent des articles de sa part, et des entreprises du bâtiment commençaient à étudier la commercialisation de ces techniques. Je n'aurais jamais imaginé, confiait Marcel à sa femme, qu'en voulant simplement mieux chauffer ma maison, je créerais une nouvelle science du chauffage. Cependant, cette notoriété grandissante ne détournait pas Marcel de son objectif principal, achever sa tour révolutionnaire pour prouver définitivement que son système était viable à grande échelle. Chaque jour, il supervisait personnellement tous les détails de la construction, vérifiant l'ajustement de chaque pierre, contrôlant l'étanchéité de chaque conduit, perfectionnant l'assemblage de cette machine thermique géante qui allait révolutionner l'habitat montagnard. Paragraphe 7. L'achèvement de la tour de Marcel, prévu pour septembre 1948, mobilisait désormais l'attention de toute la région alpine. Les derniers étages de la construction révélaient progressivement la sophistication extraordinaire du système thermique que Marcel avait conçu. Au 5e et dernier niveau habitable, il avait installé un laboratoire de régulation où un ingénieux système de registres et de clapets permettait de contrôler avec précision la circulation de l'air chaud dans l'ensemble des conduits internes. Cette innovation transformait la tour en véritable orgue thermique dont Marcel était le seul à maîtriser tous les registres. L'installation du foyer principal, situé au centre de la tour au niveau du rez-de-chaussée, constitua un défi technique particulier que Marcel résolut avec son génie habituel. Ce foyer, conçu comme le cœur du système, devait brûler en permanence avec une efficacité maximale tout en alimentant uniformément tous les circuits de distribution de chaleur. Marcel avait imaginé une chambre de combustion à double paroi où l'air de combustion était préchauffé par les fumées sortantes, optimisant ainsi le rendement énergétique selon un principe que l'industrie ne découvrirait que 20 ans plus tard. La beauté architecturale de la tour achevée stupéfia même les plus sceptiques. Marcel avait réussi à marier parfaitement fonctionnalité et esthétique, créant un édifice qui s'intégrait harmonieusement dans le paysage savoyard, tout en affirmant sa modernité révolutionnaire. Les proportions parfaites, l'élégance des lignes, la beauté du granit rose soigneusement poli donnaient à cette construction utilitaire une noblesse de château fort qui impressionnait tous les visiteurs. Le 25 septembre 1948, Marcel organisa l'inauguration officielle de sa tour en présence des autorités départementales, d'une délégation du ministère de la Reconstruction et d'une foule de curieux venus de toute la région. « Mesdames et messieurs, déclara-t-il solennellement depuis le sommet de sa tour, cette construction prouve qu'un homme ordinaire peut révolutionner l'art de vivre s'il ose remettre en question les habitudes ancestrales et s'il persévère malgré les moqueries. » Ce discours d'inauguration résumait parfaitement la philosophie de l'innovation selon Marcel Durand. L'allumage du premier feu dans le foyer principal, effectué en grande pompe par le maire Bonneval assisté de Marcel,
marqua le début d'une démonstration technique qui convainquit définitivement les derniers sceptiques. En moins d'une heure, la température intérieure de la tour atteignait 22 degrés 100 uniformément sur les 5 niveaux, avec une consommation de bois dérisoire par rapport au système traditionnel. « C'est prodigieux !» s'exclamait l'ingénieur en chef départemental. « Cette tour chauffe mieux qu'un palais avec moins de combustible qu'une cabane. » Les mois d'automne 1948 permirent de tester la tour dans des conditions réelles d'habitation. Marcel et sa famille s'installèrent dans leur nouveau logis révolutionnaire, abandonnant définitivement leur ancienne maison traditionnelle. Les résultats dépassèrent toutes les espérances. La famille Durand vivait dans un confort thermique constant, avec une consommation de bois 10 fois inférieure à celle de leur ancienne habitation. « Nous avons l'impression de vivre dans le futur », témoignait Marie, émerveillée par ce confort inouï. Cette réussite technique et humaine attira l'attention de la presse nationale. Le journal Le Figaro envoya un reporter spécialisé qui publia un article retentissant intitulé « Le génie de Monclar, un maçon savoyard révolutionne l'habitat montagnard ». Cet article, accompagné de photographies spectaculaires de la tour, fit connaître Marcel dans toute la France et déclencha un afflux de visiteurs qui transformait peu à peu Monclar en lieu de pèlerinage pour les amateurs d'innovation technique. L'impact économique de l'invention de Marcel dépassait largement les économies de chauffage réalisées par sa famille. La notoriété du village attirait désormais un tourisme technique qui dynamisait l'économie locale. L'auberge du village affichait complet tous les week-ends avec des ingénieurs, des architectes, des entrepreneurs venus étudier la tour révolutionnaire. « Marcel a fait plus pour notre village en 1 an que nous en 50 ans, reconnaissait le maire Bonneval. Il nous a mis sur la carte de France. Cette célébrité naissante s'accompagnait de propositions commerciales alléchantes. Plusieurs entreprises du bâtiment proposaient à Marcel de racheter ses brevets pour industrialiser sa technique, lui garantissant des revenus considérables pour le reste de sa vie. Cependant, fidèle à sa philosophie artisanale et humaniste, Marcel refusa toutes ces offres. « Mon invention appartient à tous », déclarait-il. « Je veux former des maçons qui diffuseront mes techniques dans tous les villages de montagne, pas enrichir des industriels parisiens. » Cette générosité intellectuelle de Marcel se concrétisa par la création d'un centre de formation artisanale dans sa propre tour. Chaque mois, il accueillait gratuitement une quinzaine d'apprentis maçons venus apprendre ces techniques révolutionnaires. Ces formations intensives de 15 jours transformaient des artisans traditionnels en spécialistes de l'habitat thermique, créant progressivement un réseau de disciples qui diffusaient les méthodes Durand dans toutes les Alpes françaises. L'approche de l'hiver 1948-1949, annoncé comme particulièrement rigoureux par les météorologues, allait constituer le test ultime pour la tour de Marcel. Contrairement à l'angoisse qui saisissait traditionnellement les montagnards à l'approche de la mauvaise saison, Marcel attendait ce défi climatique avec sérénité et même impatience. Il était convaincu que sa tour allait définitivement prouver la supériorité de son système sur toutes les méthodes traditionnelles de chauffage, transformant l'hiver de cauchemar en saison de confort et de bien-être. Paragraphe 8. L'hiver, 1948-1949, s'il ne battit pas les records de rigueur de l'année précédente, se révéla néanmoins suffisamment rigoureux pour constituer un test grandeur nature de l'efficacité de la tour de Marcel. Dès les premiers froids de novembre, la différence entre la tour révolutionnaire et les habitations traditionnelles du village devint flagrante. Tandis que les autres familles commençaient déjà à rationner leur combustible et à s'emmitouflage dans des couvertures, les Durand vivaient dans un confort thermique constant qui faisait l'admiration et parfois la jalousie de leurs voisins. La tour fonctionnait comme une véritable machine thermique parfaitement réglée. Marcel avait mis au point un rituel quotidien de gestion du chauffage qui optimisait l'efficacité du système. Allumage du foyer central à 6 heures du matin avec du petit bois sec, alimentation progressive avec des bûches de taille croissante jusqu'à établir un régime de combustion constant, réglage des registres de circulation selon la température extérieure et les besoins de chaque niveau. Cette maîtrise technique transformait Marcel en véritable chef d'orchestre de la chaleur. Les performances énergétiques de la tour dépassaient même les espérances de son concepteur.
Marcel tenait un carnet détaillé de consommation qui révélait des chiffres extraordinaires. Avec 4 stères de bois pour tout l'hiver, la tour maintenait une température de 20 degrés, constant sur 5 niveaux habitables, soit l'équivalent de 3 appartements modernes. Cette consommation représentait le 10e de celle d'une maison traditionnelle de taille comparable, performance qui révolutionnait l'économie domestique de l'habitat montagnard. L'impact social de cette réussite technique transformait progressivement la position de Marcel dans la communauté villageoise. L'homme autrefois moqué pour ses idées fantaisistes était devenu le sage vers qui se tournaient tous les habitants pour résoudre leurs problèmes de chauffage. « Marcel », lui demandait régulièrement le forgeron fort, « peux-tu regarder ma cheminée ? Elle ne tire plus comme avant. » Cette reconnaissance sociale tardive mais totale récompensait des années de persévérance solitaire. La réputation de la tour de Marcel dépassait désormais largement les frontières nationales. Des délégations d'ingénieurs suisses, italiens et même canadiens venaient étudier ce modèle d'habitat adapté au climat rigoureux. L'ingénieur québécois Jean-Baptiste Morin déclara après sa visite « Monsieur Durand a créé le prototype de l'habitat nordique idéal. Ces techniques pourraient révolutionner la construction dans tous les pays froids. » Cette reconnaissance internationale consacrait Marcel comme pionnier de l'architecture climatique. Les autorités françaises commençaient également à mesurer l'impact potentiel de l'invention de Marcel sur la politique énergétique nationale. Le ministère de la Reconstruction commanda une étude officielle sur la généralisation possible des techniques Durand dans les zones montagneuses françaises. Cette étude, confiée à l'ingénieur conseil Pierre Vallot, devenu expert ES Marcel Durand, concluait qu'une diffusion massive de ces techniques permettrait de réduire de 40% la consommation de bois de chauffage dans les Alpes françaises. Ces perspectives alléchantes attiraient de plus en plus l'attention des industriels et des hommes politiques sur l'inventeur savoyard. Le député de la Savoie, M. Bourgeois, vint personnellement rencontrer Marcel pour étudier les moyens de soutenir son innovation. « Monsieur Durand, lui déclara-t-il, vous incarnez le génie français appliqué aux problèmes concrets du peuple. Votre invention mérite un soutien national. » Cette reconnaissance politique ouvrait des perspectives de développement considérables. Cependant, Marcel restait fidèle à sa philosophie humaniste et refusait obstinément tous les projets de commercialisation industrielle de ces techniques. « Mon invention n'est pas à vendre », répétait-il aux émissaires des grandes entreprises du bâtiment. « Elle doit rester dans les mains des artisans qui la transmettront à leurs apprentis selon la tradition. L'industrialisation tuerait l'âme de mon système. » Cette résistance à la récupération capitaliste de son travail révélait la noblesse de caractère de Marcel. Cette intégrité intellectuelle se traduisait par un effort constant de formation et de transmission. Marcel avait transformé sa tour en véritable université populaire de l'habitat thermique où défilaient en permanence des apprentis, des compagnons, des maîtres artisans venus se perfectionner. Ces formations gratuites, financées par les économies personnelles de Marcel, créaient progressivement un réseau de spécialistes qui diffusaient ces techniques dans toute l'Europe alpine. L'impact de cette transmission artisanale commençait à se mesurer concrètement dans la région. Une dizaine de tours inspirées du modèle Durand avaient été construites dans les villages voisins par d'anciens stagiaires de Marcel, créant un archipel d'habitations révolutionnaires qui transformait progressivement l'art de vivre montagnard. « Dans 20 ans, prédisait Marcel, toutes les maisons de montagne seront chauffées selon mes principes. Mes petits-enfants ne comprendront pas comment nous pouvions grelotter autrefois dans nos masures mal chauffées. » Cette vision prophétique de Marcel se doublait d'une réflexion plus large sur l'évolution de l'habitat humain. Il pressentait que ces découvertes annonçaient une révolution générale de l'architecture domestique qui intégrerait de plus en plus les contraintes énergétiques et climatiques. L'avenir appartient aux maisons intelligentes qui s'adaptent au climat au lieu de le subir. Expliquait-il à ses stagiaires. Ma tour n'est qu'un début. Vos enfants inventeront des maisons encore plus perfectionnées. Cette lucidité visionnaire transformait Marcel d'inventeur génial en véritable philosophe de l'habitat. Sa tour de pierre, née d'un besoin pratique de mieux se chauffer, était devenue le symbole d'une nouvelle relation entre l'homme et son environnement, relation fondée sur l'intelligence
l'adaptation et le respect des ressources naturelles. Cette dimension écologique avant la lettre donnait à l'œuvre de Marcel une modernité qui dépasse largement son époque et conserve toute sa pertinence aujourd'hui. Paragraphe 9. Le printemps 1949 marqua un tournant décisif dans l'influence de Marcel Durand et de son innovation révolutionnaire. La réussite indiscutable de sa tour pendant 2 hivers rigoureux avait définitivement convaincu les derniers sceptiques et transformé l'inventeur savoyard en figure nationale de l'innovation française. L'ampleur de cette reconnaissance dépassait largement ce que Marcel avait pu imaginer quand il avait commencé, 3 ans plus tôt, à creuser seul les fondations de son rêve de pierre sous les quolibets de ses voisins. La consécration officielle vint avec la visite du ministre de la Reconstruction en personne, M. Claudius Petit, qui fit le déplacement depuis Paris pour étudier personnellement l'invention de Marcel. « Monsieur Durand, lui déclara solennellement le ministre depuis le sommet de la tour, vous incarnez ce que la France a de meilleur, l'esprit d'innovation au service du bien commun. » Le printemps 1949 marqua un tournant décisif dans l'influence de Marcel Durand et de son innovation révolutionnaire. La réussite indiscutable de sa tour pendant 2 hivers rigoureux avait définitivement convaincu les derniers sceptiques et transformé l'inventeur savoyard en figure nationale de l'innovation française. L'ampleur de cette reconnaissance dépassait largement ce que Marcel avait pu imaginer quand il avait commencé, 3 ans plus tôt, à creuser seul les fondations de son rêve de pierre sous les quolibets de ses voisins. La consécration officielle vint avec la visite du ministre de la Reconstruction en personne, M. Claudius Petit, qui fit le déplacement depuis Paris pour étudier personnellement l'invention de Marcel. « Monsieur Durand, lui déclara solennellement le ministre depuis le sommet de la tour, vous incarnez ce que la France a de meilleur, l'esprit d'innovation au service du bien commun. Votre invention mérite d'être soutenue et diffusée par l'État français. » Cette reconnaissance gouvernementale transformait définitivement Marcel d'artisan local en pionnier reconnu de l'innovation nationale. L'impact de cette visite ministérielle dépassa toutes les espérances. Le gouvernement français décida de créer un programme national de développement de l'habitat thermique optimisé, doté d'un budget considérable pour financer la formation d'artisans spécialisés et la construction de tours expérimentales dans toutes les régions montagneuses françaises. Marcel fut nommé conseiller technique de ce programme, fonction qui lui permettait de superviser l'adaptation de ces techniques aux différents contextes régionaux. Cette reconnaissance officielle s'accompagnait d'une notoriété médiatique considérable. Les grands journaux parisiens dépêchèrent leurs meilleurs reporters pour raconter l'épopée de ce génie des Alpes qui révolutionnait l'art de se chauffer. Le journal Paris Match consacra un reportage de 6 pages à Marcel et à sa tour avec des photographies spectaculaires qui montraient la beauté architecturale de cette construction révolutionnaire intégrée dans le paysage savoyard. Cette célébrité médiatique attira un tourisme de masse qui transforma complètement l'économie de Montclar. Chaque week-end, des cars entiers de visiteurs parisiens, lyonnais, genevois venaient admirer la tour miracle et rencontrer son génial inventeur. L'auberge du village dut s'agrandir. Des commerces de souvenirs s'installèrent, des guides locaux furent formés pour accueillir cette clientèle urbaine fascinée par l'innovation rurale. Cependant, cette notoriété grandissante ne détournait pas Marcel de sa mission principale, la transmission de ses connaissances aux nouvelles générations d'artisans. Il avait institué dans sa tour des universités d'été de l'habitat thermique qui accueillaient chaque juillet une centaine de stagiaires venus de toute l'Europe. Ces sessions intensives de formation transformaient des maçons traditionnels en spécialistes de l'architecture climatique selon les méthodes Durand. L'influence de Marcel commençait également à se faire sentir dans l'enseignement officiel. L'École des ponts et chaussées intégra ces techniques dans son programme d'architecture. L'École des beaux-arts créa un cours spécialisé sur l'innovation populaire en architecture, et plusieurs universités techniques européennes envoyèrent leurs étudiants en stage chez Marcel. Cette reconnaissance académique consacrait définitivement la valeur scientifique de ses découvertes empiriques. Les résultats de cette diffusion organisée des techniques Durand commençaient à se mesurer concrètement à travers toute la France. En 1949, plus de 200 constructions inspirées de ces méthodes avaient été réalisées dans les départements alpins, pyrénéens et même vosgiens.
Ces réalisations, adaptées aux contextes locaux par les disciples de Marcel, créaient progressivement un nouveau style architectural français, spécialement conçu pour les climats rigoureux. L'innovation de Marcel intéressait également l'industrie naissante de l'équipement thermique. Plusieurs fabricants sollicitèrent ses conseils pour développer des systèmes de chauffage industriel inspirés de ces principes. Cependant, fidèle à sa philosophie artisanale, Marcel refusa toute collaboration avec l'industrie de masse. Mes techniques ne peuvent être comprises et transmises que par des artisans, expliquait-il. L'industrialisation les dénaturerait et leur ferait perdre leur âme. Cette résistance à l'industrialisation de son œuvre révélait la profondeur philosophique de la démarche de Marcel. Pour lui, son invention n'était pas seulement une technique de construction, mais une vision globale de l'habitat humain fondée sur l'harmonie entre l'homme et son environnement. Cette dimension humaniste donnait à ses réalisations une dimension spirituelle qui dépassait largement la simple efficacité énergétique pour toucher à l'art de vivre. L'impact social de cette philosophie se mesurait dans la transformation des communautés villageoises où s'implantaient les techniques Durand. Ces villages voyaient se développer une nouvelle convivialité hivernale, les maisons bien chauffées redevenant des centres de sociabilité où les familles pouvaient recevoir dignement leurs voisins. Marcel a rendu la dignité aux montagnards, observait le sociologue Pierre Bourdieu, venu étudier ce phénomène. Ces techniques libèrent du froid et de l'isolement. Cette transformation sociale s'accompagnait d'une renaissance culturelle des vallées alpines. Les longues soirées d'hiver, désormais confortables grâce aux innovations thermiques, redevenaient des moments privilégiés pour la transmission orale des traditions, l'artisanat familial et la vie intellectuelle locale. Les bibliothèques villageoises se développaient, les cercles de lecture se multipliaient, révélant comment le confort matériel libérait les énergies spirituelles et culturelles. Cette dimension civilisatrice de l'œuvre de Marcel lui valut la reconnaissance des intellectuels français les plus éminents. L'écrivain François Mauriac lui rendit visite et écrivit dans Le Figaro « Marcel Durand prouve que le génie français ne réside pas seulement dans nos salons parisiens, mais aussi et surtout dans l'intelligence pratique de nos artisans des provinces. » Cette consécration littéraire ajoutait une dimension culturelle à la gloire technique de Marcel. Paragraphe 10. L'héritage de Marcel Durand dépassa largement sa propre existence pour marquer durablement l'évolution de l'architecture française et européenne. Quand il s'éteignit paisiblement en 1967, à l'âge de 72 ans, dans sa tour révolutionnaire devenue entre-temps un monument historique classé, Marcel laissait derrière lui une révolution silencieuse qui avait transformé l'habitat de milliers de familles à travers l'Europe. Sa vision prophétique d'une architecture adaptée au climat, économe en énergie et respectueuse de l'environnement, anticipait de plusieurs décennies les préoccupations écologiques modernes. L'impact quantitatif de son innovation était considérable. En 1967, plus de 3000 constructions directement inspirées de ces techniques avaient été réalisées dans tous les massifs montagneux européens, de la Norvège aux Pyrénées, en passant par les Alpes suisses et autrichiennes. Ces réalisations, adaptées aux contextes locaux par ses disciples, représentaient une économie cumulée de combustible évaluée à l'équivalent de 50 000 tonnes de bois par an, contribution significative à la préservation des forêts alpines et à l'économie énergétique européenne. L'école Durand d'architecture thermique, créée en 1955 dans la tour originale de Monclar, était devenue une institution européenne reconnue qui formait chaque année 300 artisans spécialisés venus de 15 pays. Cette école, dirigée par Pierre Durand, fils aîné de Marcel et digne héritier de son génie paternel, perpétuait fidèlement l'esprit humaniste et artisanal de son fondateur. Notre mission, déclarait Pierre lors de l'inauguration du nouveau campus en 1965, est de former des bâtisseurs conscients qui mettent la technique au service de l'homme et de la nature. La dimension internationale de l'œuvre de Marcel se concrétisait par l'adoption de ces principes dans des contextes climatiques très différents. Au Canada, l'architecte Jean-Baptiste Morin avait développé des maisons Durand, adaptées au climat québécois qui révolutionnait l'habitat rural nordique.
En Scandinavie, les techniques de Marcel inspiraient les premières maisons bioclimatiques, qui préfiguraient l'architecture durable moderne. Même en Sibérie, des ingénieurs soviétiques étudiaient secrètement les méthodes du génie capitaliste français pour améliorer l'habitat en zone froide. L'influence de Marcel sur l'architecture moderne dépassait largement le domaine du chauffage pour inspirer une nouvelle philosophie de la construction. Les grands architectes comme Le Corbusier ou André Lursa reconnaissaient dans ses réalisations une leçon de modestie et d'efficacité qui remettait en question leur propre certitude moderniste. Marcel Durand nous enseigne, écrivait Le Corbusier en 1960, que l'innovation vraie naît de l'observation patiente des besoins humains, non de l'application forcée de théories abstraites. Cette reconnaissance de l'establishment architectural international se traduisait par l'intégration des principes Durand dans l'enseignement officiel de l'architecture. Les grandes écoles européennes créèrent des chaires spécialisées dans l'architecture climatique populaire, discipline nouvelle qui étudiait les innovations vernaculaires comme source d'inspiration pour l'architecture moderne. Cette institutionnalisation académique assurait la transmission des idées de Marcel aux futures générations d'architectes. L'impact économique de l'innovation Durand se mesurait également dans le développement d'une véritable industrie artisanale spécialisée. Les anciens stagiaires de Marcel avaient créé des entreprises de construction thermique qui employaient plusieurs milliers d'artisans à travers l'Europe. Cette économie décentralisée, fondée sur les savoir-faire locaux et le respect des traditions, incarnait une alternative humaniste au capitalisme industriel de masse, qui séduisait de nombreux observateurs sociaux. L'aspect le plus remarquable de l'héritage Durand résidait dans sa capacité d'adaptation permanente aux évolutions techniques et sociales. Les disciples de Marcel ne se contentèrent pas de reproduire fidèlement ces techniques, mais les enrichissaient constamment de nouvelles innovations, tout en respectant l'esprit originel de leur maître. L'intégration progressive de l'électricité, puis de l'électronique dans les systèmes de régulation thermique, se faisait selon les principes humanistes définis par Marcel. La technique au service du confort, jamais l'inverse. Cette évolutivité de l'école Durand expliquait sa pérennité dans un monde en mutation accélérée. Quand apparurent les premiers ordinateurs dans les années 1960, les ingénieurs formés chez Marcel furent parmi les premiers à comprendre leur potentiel pour l'optimisation thermique des bâtiments. Ils développèrent des systèmes de régulation automatique qui appliquaient informatiquement les principes empiriques découverts par Marcel, créant ainsi les premiers bâtiments intelligents de l'histoire. Cette anticipation permanente des évolutions techniques permettait aux réalisations inspirées de Marcel de rester à la pointe de l'innovation tout en conservant leur dimension humaine. Les maisons Durand de troisième génération, construites dans les années 1960, intégraient chauffage optimisé, ventilation contrôlée et même climatisation naturelle, selon des principes qui ne seraient théorisés par la science officielle que 20 ans plus tard. L'œuvre de Marcel Durand illustrait ainsi parfaitement comment l'innovation authentique naît de la rencontre entre une vision humaniste, une observation rigoureuse des besoins réels et une maîtrise artisanale transmise avec générosité. Sa tour de pierre, d'abord moquée puis admirée, était devenue le symbole d'une modernité alternative qui réconciliait progrès technique et sagesse traditionnelle. Cette leçon conservait toute sa pertinence au moment où la société industrielle découvrait ses limites écologiques et sociales. L'exemple de Marcel Durand montrait qu'une autre voie était possible, celle d'un développement harmonieux qui respectait à la fois les besoins humains, les ressources naturelles et la diversité des cultures locales. Cette vision prophétique faisait de l'humble maçon savoyard un précurseur du développement durable et un modèle pour tous ceux qui rêvent de mettre l'intelligence humaine au service du bien commun. La tour de Marcel, toujours debout aujourd'hui et transformée en musée de l'innovation populaire, continue d'accueillir des visiteurs du monde entier venus comprendre comment un homme seul, armé de sa seule détermination et de son génie intuitif, put révolutionner l'art millénaire de se chauffer. Cette pérennité de son œuvre témoigne de la justesse de sa vision. Les vraies innovations ne sont pas celles qui éblouissent par leur spectacle, mais celles qui améliorent durablement et simplement la vie quotidienne de l'humanité.